Hello, bonjour. Alors des pleurs, des biberons, des couches, des nuits blanches, mais surtout beaucoup d'amour et de compassion. Cette semaine, on va parler de maternité et de néonatologie avec Jeanne. J'attends qu'elle se connecte et ça démarre tout de suite. Alors, bah coucou, la voilà. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais. Je retente plein de fois, j'appuie plein de fois, ça vous laisse le temps d'arriver. Ah, ça y est, oui, on a Alors, réussi. est-ce qu'on m'entend Hello. bien? Oui, on t'entend bien, il suffit qu'on parle pas en même temps. Je te Sinon ça laisse coupe. parler du coup. Ça va, Eh ça va, il ben, fait pas chaud chez tellement toi, parce que non? les saisons sont inversées par rapport. Donc là, on rentre dans l'hiver, mais il fait quand même chaud, Ah, hein. Mais après, on est un peu décalé quand il y a la Réunion. Mais non, il fait dans les 25-30 degrés. Mais d'accord. Ok, donc Jeanne en direct de la Réunion, d'où notre petite intervention en plein milieu de journée. Bon, en même temps, non, non, ça non. fait quand même pas Il trop est tard chez 16. toi, donc ça tombe très bien. Coucou tout le monde. C'est super. Bonjour tout le monde. On vous laisse le temps d'arriver parce que Jeanne est là pour parler avec nous de son travail en maternité. Mais qu'est-ce que j'avais hâte, tu sais? Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui avait hâte aussi parce que c'est un app Bah, qui m'est demandé c'est sûr depuis que c'est longtemps, hein. assez original, surtout quand on a une VAE-JE ou alors Ouais, qu'on fait fonction d'éducatrice de jeunes enfants en maternité. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, ouais, c'est ça. On n'est pas. Ouais. Et puis, est-ce que c'est un poste difficile à trouver aussi? ben, Sûrement. je pense que vu que cette année, c'est les 50 ans du Pour le diplôme JO. de JE, il y a encore tout un panel de possibilités. Donc, je pense qu'il faut demander, faire sa place et expliquer les missions qu'on pourrait éventuellement avoir. Mais je pourrais en parler plus longuement, mais je suis sûre que l'éducatrice de jeunes enfants est complètement légitime là où on accueille pour la première fois les enfants, justement, en maternité et en néonate. Exactement. Mais c'est ce qu'on va parler. On va en parler aujourd'hui. Bonjour Emeline. Je réponds aux gens qui nous rejoignent. Bonjour. Donc aujourd'hui, Jeanne va nous parler de son travail en maternité et en néonatologie. Je ne me trompe pas de mots hein, parce que c'est compliqué. Merci d'avoir accepté de venir. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle donc de ton parcours. Faut savoir qu'aussi que tu es en parcours de VAE, donc on va aussi en parler évidemment. Et puis qu'on voit un petit peu comment ça se passe quand on est professionnel en maternité et effectivement, en quoi on a tout notre rôle là-dedans, justement, c'est ce que tu vas nous expliquer en concret aujourd'hui. Oula, j'ai plein de trucs qui s'affichent au plein milieu. Voilà, c'est bon. Bon, voilà. Déjà, ma première question, si c'est OK pour C'est toi, OK. ma première question, c'est pourquoi tu as choisi de travailler auprès d'enfants et pourquoi ce métier-là, du coup? Alors, D'où est-ce ça que vient? j'explique mes diplômes avant ou non? On fait comme ça. Oui, mais en fait, c'est voilà, pourquoi tu as choisi de travailler dans la petite enfance? Mais oui, voilà, tes diplômes, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire, en fait, hein, tout simplement qu'on comprenne ton cheminement. Mais c'est Attention, je t'entraîne pour Je l'oral, c'est vois ça parti. comme rien n'arrive par hasard. Mon accompagnatrice, parce que je suis aussi accompagnée pour la VAE, m'a envoyé hier mon livret final, corrigé, mis en forme pour qu'il soit envoyé. Et aujourd'hui, le live, je me dis rien n'arrive par hasard, tout est lié. C'est un bon entraînement, c'est parfait. Donc du coup, je pense qu'on n'arrive pas par hasard dans le monde de la petite enfance et je pense que je ne suis pas arrivée par hasard. Donc il est vrai que j'ai une expérience personnelle. Alors je ne sais pas si elle a sa place et si elle sera judicieuse à dire à l'oral de VAE devant le jury, mais en tout cas, je pense qu'elle est légitime à parler. J'ai deux petits frères et mon deuxième petit frère avec qui j'ai 11 ans d'écart est atteint d'autisme sévère et de nombreux TED, troubles envahissants du développement. Donc, vu qu'on a 11 ans d'écart, j'ai vachement suivi la prise en charge, l'accompagnement, le CAMS, la MDPH, la PMI, l'UMPP, la HEP, tout ça, c'est des sigles et des partenaires institutionnels dont j'avais connaissance dès l'adolescence. Donc, le travail en réseau, en partenaire, j'ai toujours su ce que c'était, compris ce que c'était. Donc, forcément, c'est pour ça que j'en parle. Je pense que c'est assez légitime et ça explique un peu le processus. Euh, Ma première formation professionnelle, je l'ai suivie à l'âge de 14 ans sur la méthode de communication des pictogrammes et des PECS. Bien sûr, à chaque fois, je me formais à titre personnel pour l'utiliser au sein de ma famille avec mon frère, mais
forcément, tout ça a égayé ma curiosité. Je faisais partie d'associations autour de l'autisme. J'assistais à des conférences sur le développement et le jeune enfant. Bref, j'étais très investie. En tant qu'adulte, je pense que c'était pour comprendre un peu mon frère, peut-être mieux accepter. Mais quand j'étais enfant, on ne me forçait pas du tout à le faire. Enfin, enfant, adolescente, c'était vraiment, ça me passionnait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mis un pied dedans, dans le jeune enfant, dans le développement, tout ça, tout ça. Ensuite, après, tout naturellement, voilà, après mon bac, enfin, je vais peut-être pas tout faire de manière chronologique, ça va être trop long. Si. Déjà, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est est-ce que ça va être intéressant d'en parler à l'oral, justement, de tout ce que tu viens de dire. Et moi, je suis en tant que jury de VAE et accompagnatrice VAE, moi, je dis toujours, justement, d'y aller mollo sur l'aspect personnel, effectivement. Voilà, pour pas avoir dans les introductions dire, bah voilà, moi, j'aime les Personnel, enfants parce où il n'y que a j'ai pas gardé mon fils, mon frère. du tout le but. Mais en fait, là, ce que j'entends, c'est que toi, tu as une expérience personnelle où C'est mon tu frère, ouais. avais ton frère, c'est ça? Ton frère en situation de handicap. Et moi, ça montre que tu es toi-même allé chercher les informations, que tu es allé te former toute seule, en fait, avant même de partir sur cette voie-là. Et au contraire, je trouve ça super intéressant, justement, de développer ça à l'oral. C'est un aspect très intéressant. Ce côté personnel-là, en fait, l'idée de ne pas évoquer de l'aspect trop personnel en VAE, c'est d'être capable de pouvoir le rejoindre vers le professionnel et de pouvoir rebondir même qu'on soit en reconversion professionnelle, finalement, avant j'étais boulangère, je dis n'importe quoi, mais de rebondir sur qu'est-ce qui fait le lien avec le métier de GE ou ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et on arrive toujours à grappiller des choses, des éléments intéressants et à créer du lien. Donc ouais, je voulais dire ça là-dessus. Toi, tu disais que du coup, tu es parti vers une Ça. filière baccalauréat, c'est ça? Donc, je trouve que c'est légitime Et d'en parler à l'oral de ce type d'expérience ou mollo. bon, dans le cas de ton frère, personnellement, oui, moi je trouve. Parce que justement, ce que tu m'as dit, on est en train de s'entraîner. Peut-être ta accompagnatrice te dit peut-être que Si, non, elle m'a dit mais que c'était légitime, moi, mais moi, je trouve que c'est intéressant, surtout parce que sur l'aspect, le volet que tu as développé je me suis formée moi-même, j'ai fait mon propre apprentissage avant pour pouvoir accompagner mon frère. Ce qui fait que du coup, ça développe aussi l'envie dans le travail social et de se dire, tiens, c'est vraiment l'accompagnement de l'autre qui me motive. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais encouragez-la. J'ai plein d'anecdotes comme ça. Si vous voulez, un jour, je vous ferai un petit live pour vous répondre à des questions comme ça sur l'oral. Ça peut être sympa. donc je reprends Du coup, chronologie. pardon, donc le bac. Oui, non, mais vas-y tranquillement. Le bac, c'est quel Du coup, bac j'ai fait que une tu as seconde choisi? générale et après, j'ai choisi de partir en première professionnelle. C'est assez original, il n'y en a pas beaucoup qui font comme ça. Du coup, je suis partie en première, en première et terminale professionnelle, service à la personne et au territoire. Donc, j'étais dans un lycée. C'était très sympa d'ailleurs. J'ai passé 2 bonnes années et c'est là que j'ai fait mes premiers stages en établissement d'accueil de jeunes enfants et donc j'ai découvert l'enfant sain. Voilà. Et après, bon, c'est plus par choix, accompagnement familial, voilà, autour de mon entourage que je suis d'abord partie en école d'aide-soignante, ce qui n'a pas trop à voir, même si mon premier choix était de travailler dans la petite enfance, mais bon, j'ai écouté ce que m'ont dit mes parents. Du coup, je suis partie en école d'aide-soignante, mais aucun regret aujourd'hui, hein. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi en hôpital privé, en poste de poule. Donc, je tournais dans tous les services. Oui. Je tournais dans De tous les quoi, poule? services de l'hôpital. T'as écrit ça Comment? cool. P Comment PO, ouais. t'écris ça comment? Enfin, ou un poste de volante, on peut appeler ça. Ah, poule. Ok, ouais, ok. Non, moi, je demande des précisions au cas où les Mais gens ne est-ce qu'on comprendraient m'entend pas, dont bien? moi. Parce que des fois, je me dis, je suis en Wi-Fi. Oui, on t'entend. On t'entend, mais je te dis, si on parle en Sinon, même je temps, passe on se bloque. en Donc, il faut 4G, hein, qu'on se. si c'est mieux. Ah non, non, c'est fluide, hein. C'est si on parle en même temps, la parole. Voilà. Alors, du Je coup, me tais. non, pas du tout. Alors, du coup, me voilà en hôpital privé en tant qu'aide-soignante à 18 ans. J'ai travaillé, voilà, c'est un poste qui m'a demandé une grande capacité d'adaptation parce que la veille, j'étais en soins intensifs et le lendemain, j'étais en soins palliatifs. J'ai vu des choses pas très joyeuses. Enfin, voilà, on va dire que en tout cas, la capacité d'adaptation, c'est à ce moment-là que je l'ai eu dans mon parcours pro, qui est une qualité qui est très utile en tant qu'éducateur de jeunes enfants. Donc, je prends tout le positif qu'il y a à prendre.
vachement jeune en fait en plus. Donc c'est formateur. Mais est-ce que du coup, tu avais le sentiment d'avoir déjà une certaine maturité, le fait Oui, d'avoir oui, je accompagné ton pense que frère? j'étais quand même. Enfin, après, je vais pas me m'auto-valoriser, mais je pense que j'étais quand même assez mature pour voir. Bah, sachant que j'ai travaillé quand même pas mal en soins palliatifs, donc accompagnée vers la fin de vie, ce qui est complètement l'opposé de la maternité et de la néonate. Euh, donc, oui, je pense qu'il fallait quand même une certaine maturité et je regrette pas du tout. Ça a été très utile et c'est une belle leçon de vie et voilà, c'était une chouette expérience. C'est à l'opposé, mais c'est ça qui forge ton identité professionnelle. Donc, sens-toi légitime d'en parler. Ah, sentez-vous légitime, vous m'énervez tous. Ah, ça Non, suffit. Vous avez le droit, vous avez le droit d'avoir l'expérience que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que c'est que légitime, ça? hein, rien Hein? de Voilà. façon ou l'autre. Surtout qu'après, donc j'ai fait à peu près ça pendant 1 an et demi, et la deuxième année en tant qu'aide-soignante, j'étais en poste en chirurgie propre, donc c'est la chirurgie esthétique et orthopédique, c'était un petit service. Et donc, Alors, c'est quoi de la ben, chirurgie chirurgie sale, sale? c'est tout ce qui est digestif, vasculaire, urologie. Ah, propre et sale, ça existe vraiment. Moi, je dis ça Ben, pour en fait, rigoler. des Ok. prothèses de hanche, Vas-y, pardon. prothèses de genou, ils essayent de les mettre là où c'est moins cracra, puisqu'il y a un plus fort risque d'infection. D'accord. Ok. Chirurgie Très bien. orthopédique, j'ai accompagné pas mal de jeunes enfants et leurs familles qui venaient pour se faire opérer suite à une fracture, etc. Et je me suis servi de cette expérience pro pour mon oral d'auxiliaire de puériculture. Donc, je rentre en école d'auxiliaire de puériculture, je resitue, on est en 2019 là. Voilà. Là, c'est bon, on rentre dans le vif du sujet, on est en 2019, je rentre à l'école d'auxiliaire de puériculture. Et là, je me sens vraiment au bon endroit, à ma place. Ça me passionne vraiment les contenus théoriques, les cours. Et j'ai tout de suite envie d'aller plus loin. Finalement, j'ai envie de rajouter à ma boîte aux outils professionnels des outils en plus qui ne sont pas forcément apportés à l'école. Et vu qu'à titre personnel, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du bien-être. Et je pense que par le bien-être, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être vecteurs. Et c'est un outil où il y a juste besoin de ses mains et de quelques connaissances. Donc j'ai cherché une école, voilà, une école. Et en 2019, c'était les débuts, enfin c'était l'ouverture de l'école du bien-être à Paris. Peut-être que tu connais. Oui, Voilà, c'est bien-être, ça. NAITRE. Ils n'étaient pas sur le bundle. Ah, non, je sais plus. Non, c'est pas grave. Ça me dit quelque chose, Non, bien-être, mais l'école c'est pas humaine, ça a été ouvert par grave. Sonia Krief, celle qui a inventé le bain de Sonia, si tu connais. Donc Mhm. je fais un long cursus de formation à l'école du bien-être en même temps que mon école d'auxiliaire de puériculture. Donc c'est là que j'ai mis le pied dans les formations parce qu'après j'ai eu un peu de mal à m'arrêter et je pense que je m'arrêterai jamais. Donc je me suis formée au massage bébé, au massage prénatal, à la communication bienveillante. J'ai refait un point sur l'allaitement maternel, à la réflexologie plantaire pédiatrique et au portage soin. Voilà, Et au top. panel, tout, voilà, du bien-être, du toucher. Ouais. C'est quoi qui t'a plus plu C'est dans le ces portage. C'est pour formations-là? ça que j'ai fini par dire celle-ci, T'as- pour justement rebondir sur ça. Plus, c'est la photo D'ac- d'illustration du live en train de porter un bébé. Oui. Donc, après toutes ces formations, bon, entre-temps, j'ai fait mon école d'auxiliaire de puériculture. Et le portage est vraiment un sujet. Donc, cette petite formation, elle durait que 2 jours. Enfin, là bien, ça donnait une bonne base. C'était sur le portage soin. Et donc, c'est là que j'ai commencé enfin, que j'ai eu les premières notions de théorie de l'attachement, carence affective. Et finalement, pas que le portage physique, apprendre à porter avec une écharpe. D'ailleurs, c'était pas vraiment le but de la formation. C'était aussi tout le portage psychique. Et donc, oula, je te vois. Oui, il y a eu un petit bug Là, si je fais pixel ça, là, c'est tu bon. m'entends? Ah. Là, vous entendez qui dans le chat? Ça revient tranquillement. On ne bouge plus. Si ça coupe de votre côté, vous nous dites. Comme ça, on voit qui doit réajuster sa connexion ou pas. Elle est loin. Enfin, elle est loin. On est loin l'une de l'autre. Je suis pas centrale. Là, c'est bon. Alors, moi là, c'est bon. Moi aussi. De toute façon, oui, ça coupe. Ouais, Sunshine, ça coupe. Ça coupe de quel côté? Du côté de Jeanne ou de mon côté? Mais
Ouais, elle est loin, Jeanne. Arrête de bouger. Ça, ne bouge plus. Là, c'est bon. Oui, 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 je t'entends. Tu m'entends? D'accord. Alors, C'est bon. vas-y, continue. C'est bon. Alors, Euh, donc, donc, on a dit donc que est le un sujet qui m'a portage, on est parti beaucoup là-dessus. plu. Et donc, toute la notion psychique du portage, la théorie de l'attachement, voilà. D'ailleurs, pour caler le téléphone, j'ai pris le livre de Boris Cyrulnik. Donc, voilà. Donc, j'ai découvert tout ça et donc, j'ai voulu aller plus loin. Surtout que je me sentais pas prête à accompagner les parents autour du portage et qui était le but après. Bon, je vais redévelopper après autour de l'accompagnement à la parentalité, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Enfin, que je voulais me tourner vers ça. Donc, je suis devenue monitrice de portage en allant à l'école à porter, qui est une école spécialisée en portage physiologique, qui est en fait l'école de la marque Love Radius. Donc, pour ceux qui connaissent, anciennement, Je porte mon bébé, donc qui est la marque leader du portage en France. Et ils ont leur propre école de portage. Donc, je me suis formée, c'était une formation qui durait à peu près 5 jours, donc plus mon bagage de 2 jours, donc j'étais plus légitime pour accompagner les parents. Donc voilà un peu mon bagage de formation et diplôme, voilà, un peu tout ce que j'ai fait en même temps. Maintenant, tu veux que je raconte Déjà, il y a Shay qui nous demande si les formations, c'est sur ton investissement personnel ou c'est l'employeur qui a payé. J'étais encore Enfin, qui étudiante, a... j'ai tout financé de ma poche. Mais après, voilà, avoir des financements Voilà. professionnels parce que j'ai pas fini mon parcours. J'essaye de faire chronologique pour pas m'embrouiller aussi pour expliquer le cheminement pro de comment c'est arrivé. Donc, vers la suite, si. D'accord. Oui, Donc, vas-y, vas-y, suite à mais ces vas-y. formations, donc là, on arrive en 2020, donc année du Covid. Finalement, c'était le début. Il n'y avait personne qui faisait ça. Donc, c'était il y a plus de 3 ans, largement, même 4 ans, je dirais. Non, non, 2023. C'était il y a plus de 3 ans. J'ai 24 Et quel âge est-ce? ans. Je dirais que tu as vécu toute une vie en peu de Aussi, temps. ça me donne 5 ans plus tard. Non, j'ai un petit parcours professionnel, mais vu que j'ai travaillé tôt, c'est peut-être pour ça. Je vais sur mes Mhm, 25 ans dans quelques mhm. mois. Et Bon, ça va. Et donc, voilà. Et donc, j'avais créé une petite entreprise, d'où mon Instagram 9 mois et nous, qui s'appelle, parce que je ne l'ai jamais fermé, mais qui s'appelait 9 mois et nous, où en fait, pour un peu consolider mes connaissances autour de toutes ces formations que j'ai eues, je proposais des petits ateliers aux parents, voilà. Enfin, je le faisais plus parce que ça me faisait plaisir, pas tellement, voilà, pour m'entraîner, aussi mémoriser tout ce que j'avais pu apprendre en formation. Donc, j'ai fait ça quelques temps. Et puis, suite à mon diplôme d'auxiliaire de puériculture, j'ai voulu faire ma première expérience professionnelle en maternité. Et donc, je te vois toute Mhm. pixelisée, mais je t'entends. Du coup, je me dis que c'est bon. Ah bon? Bah, écoute, Donc, je vais j'ai revenir travaillé en maternité. Bon, dessus. à savoir que j'ai la bougeotte et que là, tout ce que je viens de dire, j'étais en métropole, c'est après que j'ai déménagé à La Réunion. Et que là, l'expérience, j'habitais sur la Côte d'Azur, mais Oui. là, maintenant, hop, on migre à La Rochelle, parce que j'aime bien bouger. Donc, ma première expérience à Ok. l'hôpital, vu que je n'avais pas trouvé tout de suite dans le sud, sur la Côte d'Azur, je suis partie à La Rochelle et donc j'ai travaillé 9 mois à la maternité de La Rochelle. Et là, vraiment, c'est une expérience où j'étais vraiment auxiliaire de puériculture, en salle de naissance, en suite de couches. J'apprenais mon métier, on va dire. Donc voilà, je faisais le travail de base d'une auxiliaire de puériculture en maternité, en salle de naissance. J'ai fait un petit peu de pédiatrie, un petit peu d'urgence pédiatrique pour des remplacements, voilà, mais très ponctuels. Je sais pas, j'ai pas plus à dire sur cette expérience parce que l'expérience actuelle est plus intéressante. Mais voilà. Entre-temps, pouf, on prend l'avion, je suis à La Réunion. Pourquoi? Pas du Famille tout. là-bas? Je ne suis pas réunionnaise comme ça se voit. Je suis bien blanche, pas du tout bronzée. Non, en fait, on sortait du confinement et non, on était plutôt confinés Envie sur d'ailleurs. confinés au moment où je suis partie. Et je me suis dit que j'avais envie de voyager, envie d'ailleurs, pas envie d'être bloquée. Voilà, c'était une ambiance un peu particulière en métropole. Pendant le confinement, j'ai l'impression qu'on voilà, on nous bloquait et à La Réunion, il n'y avait pas eu de confinement, tout ça. Donc, on a déménagé à La Réunion voilà, avec mon conjoint. Comme ça, moi. D'accord. Parfait.
Vous quitté, avez on est raison. arrivé, on n'avait même pas de travail, on avait juste un Airbnb pour un mois. Enfin, c'était un peu. Des fois, je me dis, mais comment on a fait pour faire tout ça? On était venu pour un an Mais c'est et trop ça bien. va faire bien 2 ans et demi. On va sur notre troisième année là à La Réunion. Donc, j'arrive à La Réunion. Non, non, c'est bon, on se rapproche de l'expérience en maternité néonate. C'est presque fini à l'âge. Tant de suspense, comment tu sais te faire En fait, je désirer. voulais travailler en établissement d'accueil de jeunes enfants. C'était mon truc, puisque à La Réunion, on s'était dit qu'on y restait que 1 an. Donc, moi, vu que je sortais de cette expérience de salle de naissance suite de couches où je faisais beaucoup de garde de nuit, j'avais, c'est quand même un peu compliqué pour le rythme de vie et j'avais envie de profiter de ma vie à La Réunion. Donc, je m'étais dit qu'en travaillant en établissement d'accueil de jeunes enfants du lundi au vendredi avec tous mes week-ends, j'aurais un rythme de vie plus classique. Donc, j'ai, au bout de 3 jours, signé un CDI en crèche. Enfin, c'est pour ça que j'étais pas trop stressée de trouver du travail. Il y avait beaucoup d'offres à ce moment-là, étant donné que les frontières étaient fermées. Ils avaient à La Réunion. Donc, Hmm. j'ai trouvé un poste en établissement d'accueil de jeunes enfants. En fait, c'était un peu le bazar. Il y avait une direction qui démissionnait, enfin la directrice qui démissionnait, beaucoup d'absentéisme. Ça m'a pas convenu. Donc, au bout d'1 mois, j'ai démissionné également. Et donc, je suis retournée à mes premières amours et j'ai postulé de moi-même en maternité. J'ai été appelée le lendemain. Et voilà. Et donc, on arrive à cette expérience en maternité néonate. Donc, dès que j'ai passé l'entretien d'embauche dans cette maternité, au vu de mes formations, puisque bien sûr, il y a un contexte aussi pour moi géographique avec toute mon expérience et ce que j'ai pu mettre en place au sein de ma maternité, c'est qu'à La Réunion, maintenant ça va mieux. D'ailleurs, il y a l'école du bien-être qui arrive en août à La Réunion qui se déploie, mais l'accès à la formation est quand même plus compliqué, forcément, vu qu'on est plus. Et donc, Ouais. au vu de toutes mes formations, on m'a proposé direct de mettre en place un projet d'atelier d'accompagnement et de soutien à la parentalité en lien avec le rapport des 1000 premiers jours qui avait été publié, qui demandait aux maternités de mieux accompagner les futurs et les jeunes parents. Donc en fait, dès le début, on m'a demandé de faire ça, en plus de mon poste en maternité. Enfin, j'ai dû travailler 2 semaines en maternité et j'ai tout de suite été mis en néonate. Donc là, on doit être en mai 2021. J'essaye de centrer le truc en mai 2021. Et ça doit être ça. Et Elle va sortir son CV en non, direct. on Attendez. voit mieux le Alors là, cheminement oui. voilà, dès 2021. Et pour septembre, Oui. du coup, je commençais les ateliers à la maternité. Donc, j'ai créé des ateliers sur 2 thématiques, le portage physiologique et le massage bébé. En premier temps, le portage, puis le massage bébé. Et pour un peu faire un alignement des pratiques de ce que je proposais aux parents, ce qu'on proposait au niveau de la maternité, j'ai formé les professionnels au portage physiologique, donc de ma maternité et de l'autre maternité du groupe qui est aussi à La Réunion. Donc j'ai animé des réunions formatives et voilà, j'ai créé des ateliers. Donc, voilà, ça c'est un peu ce que j'ai fait. Et plus tard, donc pour légitimer un peu mon statut et ce que je faisais en plus, j'ai été nommée référente atelier parents-enfants. Donc finalement, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je ne l'ai pas dit depuis le début, je travaille en service de néonate au sein d'une maternité privée de niveau 2B, A, C'est quoi? je dis des bêtises. Ça veut dire C'est c'est quoi 2B? 2A. Je dis des bêtises, ça veut dire qu'on prend en charge les prématurés à partir de 37 semaines, si je dis pas de bêtises. Il y a peut-être quelqu'un qui va me corriger. Donc on ne prend pas les grandes prématurités et on ne prend pas en charge les grossesses à risque. Finalement, on est entre la maternité de niveau 1, qui prend les grossesses pas du tout, enfin qui prend les grossesses seulement physiologiques, et la maternité de niveau 3, qui prend les grossesses à risque. Voilà. En général, les maternités de niveau 3 sont plus dans les CHU, centres hospitaliers, et nous, on est une Hmm. petite maternité. On fait autour de 1000 accouchements à l'année pour un peu situer la voilà, maternité. Ok. Et donc, voilà, donc je travaille dans une petite néonate aussi. Et voilà, où je suis auxiliaire de puériculture, donc référente atelier parents-enfants. Voilà, ça, je l'ai dit. Et donc, dans mon service de néonate, on accueille 6 enfants par garde maximum. Et on est 2 professionnels, donc une auxiliaire de puériculture et une infirmière puéricultrice. Voilà. Là, D'accord. Hmm. après, je peux développer sur tous les points. Qu'est-ce que j'ai. Bah, justement, j'ai reçu des questions pour toi, mais bien sûr, il y a la question principale, celle qui revient toujours, c'est quoi ton rôle? Donc moi, j'ai envie de savoir d'abord, c'est à quoi ça ressemble tes journées, en fait, ta journée type.
ouais, concrètement, c'est quoi ton rôle? C'est quoi tes tâches? Qu'est-ce que tu Ben, fais tout au long de la j'ai journée? envie de dire que ça va peut-être prendre, mais je Tout. suis extrêmement chanceuse. Bon, j'ai peut-être une vision de la vie très bisounours et très positive, mais la vérité, c'est que je suis extrêmement chanceuse et qu'on travaille dans des conditions de travail incroyables et qu'on ne travaille pas du tout en sous-effectif. Au contraire, on travaille plutôt en sur-effectif. Et donc, je pourrais même pas dire une journée type puisqu'elle est complètement dépendante des enfants et des parents qu'on accueille. Donc, par exemple, si on arrive, on commence, donc on travaille en 12 heures, donc je travaille en 12 heures. Je commence à 6h45, il y a un quart d'heure de transmission. À 7 heures, s'il y a un enfant qui, voilà, c'est l'heure de son alimentation, eh ben, on va tout de suite commencer par aller s'occuper de cet enfant. Ou voilà, en fait, on va complètement s'adapter. En fait, on est complètement dépendant au rythme des parents et de l'enfant. Et il y a juste la visite du pédiatre à 9-10 heures qui fait que on essaye en général d'avoir pesé les enfants avant cet horaire-là pour que ben, voilà, il ait un indicatif. Mais dans l'idée, on est complètement dépendant de... Et c'est le souhait, en fait, c'est vraiment se rapprocher le plus d'une unité kangourou pour dès que les enfants vont bien, ils sont basculés en chambre ensuite de couche avec leurs parents et qu'on crée le moins de séparation possible. On a vraiment le temps, les locaux, le personnel, tous les outils pour mettre ça en place. Donc, on essaye de faire zéro séparation, enfin le moins possible. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Globalement, il n'y a pas de journée type. Si, si. Et t'es dans un service où il y a en néonatologie, les enfants sont déjà nés ou tu vas aussi voir des accouchements? Vu que c'est une petite maternité privée, l'organisation veut que ce soit l'équipe de néonatologie qui s'occupe des réanimations des bébés en salle de naissance. Donc, quand il y a une césarienne de code rouge ou orange, donc les césariennes d'urgence, mais même les césariennes code vert ou les césariennes programmées, on est informé. Et s'il y a un problème, donc on a juste des portes battantes qui séparent les deux services et donc on intervient sur la réanimation du bébé. Donc là, mon rôle reste un rôle pour le coup d'auxiliaire, puisque ça va plus être mettre en place le minuteur, sécher l'enfant, mettre capteur électrode, saturation, avoir la base des constantes pour que ma collègue infirmière puisse, elle, commencer à voir ce qu'il faut pour techniquer l'enfant. Voilà. Mais là, c'est vraiment du soin proprement parlé, loin du métier d'éducateur de jeunes enfants. Mais voilà. Donc on intervient sur les réanimations. Donc il y a une grosse partie urgence vitale qu'on fait aussi. Ok. Et après, en termes de donc néonatologie, donc il y a tout ce qui est, tu disais, il n'y a pas de On essaie. séparation entre le parent et vous, euh, et l'enfant, je veux dire, au maximum. Mais du coup, toi, dans ton service de néonat, comment ça se passe avec, par exemple, bah, le bébé ou les parents, le parent n'est pas là, ou les Et parents bah, peuvent pas être là, ou pas tout de justement, suite c'est en le tout cas. sujet entier d'une de mes situations que j'ai pris pour la VAE parce que la photo d'ailleurs sur le live, sans divulguer l'identité de l'enfant, mais la photo que j'ai mise sur le live, c'était justement un enfant où les parents n'étaient pas là, puisque la particularité de l'île de la Réunion, c'est la situation géographique qui fait que l'île de la Réunion est quand même extrêmement bien développée en termes hospitaliers aussi. On a deux CHU, plusieurs hôpitaux, des cliniques privées. Et donc, il arrive, le terme EVASAN, je ne sais pas si c'est trop connu en métropole, mais ça s'appelle évacuation sanitaire aérienne. Et donc, c'est quand on vient, la Réunion, qui du coup est un département français, vient en aide aux autres îles à côté dans l'océan Indien. Et notamment, on aide beaucoup les Comores et Mayotte. Mayotte, vous avez dû entendre Ok. l'actualité, c'est pas fameux. Et donc, il arrive qu'on prenne en charge, bon, c'est rare, mais ça arrive, puisque du coup, c'était arrivé, qu'on prenne en charge des enfants de Mayotte ou des Comores. Et dans ce cas-là, vu qu'en général, les parents ne sont pas de nationalité française, c'est pas top hein, du tout. Hein, je suis pas du tout. Mais vu que les parents ne sont pas de nationalité française, on ne peut pas les accueillir sur notre territoire. Donc, on crée une séparation avec l'enfant. Donc là, justement, c'est un peu dû à une de ces situations où j'avais pris en charge deux enfants d'évacuation sanitaire aérienne de nationalité comorienne, que j'ai eu tout un cheminement de me dire, ah mais alors il faut qu'on essaye de faire plus que ce qu'on fait d'habitude. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter les carences affectives, voilà, puisque c'est à ce moment-là que j'ai vraiment creusé et que j'ai aussi pris la décision de me lancer dans la VAE-JE avec cette situation particulière où je m'étais dit, il y a plein de choses à faire, il faut qu'on aille plus loin, il ne faut pas que nos journées soient juste rythmées par l'alimentation des bébés toutes les 3 heures, il faut qu'on essaye de mettre en place des choses, elles vont rester plusieurs semaines avec nous, ces enfants-là, et donc j'ai mis en place le portage physiologique en service de néonat.
Ça, je l'ai pas dit, mais j'ai fait un partenariat avec une marque de portage de métropole qui nous a gentiment envoyé gratuitement beaucoup de moyens de portage, une quinzaine. Et donc, j'avais le matériel et puis j'ai formé des équipes en interne et on a pu mettre en place le portage physiologique qui a été bien adopté parce que c'était vraiment un besoin quand on accueille des bébés comme ça pendant plusieurs semaines avec nous. Après, il y a plein de choses à faire. Si je parle vraiment de ces enfants-là, le fait de tout le temps parler. Oui. Alors, tu peux expliquer ce que c'est que le portage physiologique, du coup, pour ceux Alors, qui connaissent le pas trop? portage Bon, je connais, mais physiologique, c'est le fait de porter bébé au bras ou avec un moyen de portage de manière physiologique en respectant le plus sa position naturelle. Et là, dans le cas en néonat, on est avec des nouveau-nés, en général des nouveau-nés prématurés. Donc ça va être respecter l'arrondi naturel qu'ils ont finalement puisqu'ils sont un peu moulés encore comme dans le ventre de maman. Un nouveau-né, il n'est pas plat comme une planche à pain, il est naturellement arrondi, il a encore ses genoux un peu repliés sur lui. Et donc, on va essayer de respecter cette physiologie dans le moyen de portage ou au bras. Mais en l'occurrence, ce qui est pratique, c'est pour les porter une plus longue durée, c'est d'avoir un moyen de portage physiologique. Donc, il y a plusieurs catégories. Je pourrais faire tout un live sur le portage physiologique, mais il y a plusieurs catégories de moyens de portage physiologique. Mais la principale, les plus pratiques en service de néonat, c'est l'écharpe, parce que c'est quand même ce qui donne cet aspect du cocooning, le plus enveloppant pour ces bébés, du coup, qui, dans le cas, sont séparés de leurs parents et donc n'ont plus vraiment de contact peau à peau ou corps à corps. Et ou le sling, qui est cette écharpe avec deux anneaux qui fait un portage asymétrique. Vous avez déjà vu ça. Donc voilà, c'est respecter la physiologie du corps naturel du bébé à l'instant T où on le porte, puisque bien évidemment, l'installation du bébé dans le moyen de portage évoluera au fil des mois, plus le bébé va grandir et donc changer, se développer. ok, Donc voilà, mais merci. c'était un peu brouillon comment je raconte, mais globalement, donc dans le cas où il n'y a pas les Très bien. parents, il y a plein d'actions qu'on a pu mettre en place en équipe pour essayer de pallier à ce manque et finalement faire un peu de la prévention au syndrome d'hospitalisme. Et donc, le portage est un gros sujet puisque on sait que ça peut être très très grave de laisser un enfant complètement pendant des semaines juste dans son berceau et juste le toucher pour lui changer la couche. Et donc, finalement, le portage est un gros point, mais pas que. Le fait de parler aux enfants, aux nouveau-nés, c'est pas quelque chose qui est forcément automatique. D'ailleurs, en néonat, je veux dire que ma posture est en néonat, les professionnels, même les auxiliaires de puériculture qui décident de venir travailler en néonat, en général, sont des professionnels très attirés par les soins techniques et enfin, moi j'ai plus une posture, c'est aussi ça, j'ai plus une posture socio-éducative dans le sens où les soins techniques, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà, voilà, je participe beaucoup, les réanimations, c'est des soins hyper techniques, voilà, mais moi j'aime beaucoup tout le côté psychique. Et donc, en néonat, c'est quelque chose qui, on s'en est un peu retiré par le fait que ce soit très médicalisé, très, voilà, on est à fond sur l'hygiène, etc. Et donc, mon rôle en néonat et tout ce qu'on a pu mettre en place après en équipe, c'est de laisser place un peu comme à la maison, beaucoup parler aux enfants, faire entrer en fait plein de choses qu'on fait avec les plus grands. Je ne sais pas si je suis hyper claire dans mes explications, mais Si. finalement, la néonate est un endroit très médicalisé et des fois on oublie que ce sont des nouveau-nés, mais ce sont des enfants avant tout. Et on a perdu l'habitude de leur parler pour tout, alors que ils ont besoin, même s'ils comprennent pas les mots, ils comprennent l'intonation rassurante qu'on y met. Donc ça, c'est quelque chose qu'à force de le faire, voilà, l'équipe aussi se dit, tiens, c'est vrai, je pourrais tout expliquer à l'enfant. Puis il y a des collègues qui le faisaient déjà, bien évidemment. Donc on parle beaucoup aux enfants, on leur explique tout, pourquoi ils sont séparés, pourquoi leurs enfants. Justement, est-ce qu'on peut revenir sur le syndrome de l'hospitalisme? Parce que je pense que ça peut intéresser des étudiants qui nous regardent, puisque nous, moi je l'ai étudié en formation de jeu, donc je sais ce que c'est, mais du coup, le syndrome de l'hospitalisme, c'est vraiment, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, mais c'est les troubles qu'on peut ressentir par carence affective qui seraient liés à la privation de la mère, notamment. Moi, j'avais découvert ça, enfin, ça a été découvert, il me semble que ça a été découvert après les études qui avaient été faites d'après-guerre par Françoise Dolto, Ben, quand elle travaillait à c'est l'hôpital. René Spitz qui est à Justement. l'origine du mot hospice.
l'hospitalisme. Et lui s'est aussi inspiré des Mm. études d'Henri Arlot avec le singe. Je peux expliquer. Enfin, je sais pas s'il y en a qui connaissent l'histoire du singe. Que, en fait, on avait placé. Enfin, c'est des trucs horribles. Hein, de toute manière, forcément, pour faire des découvertes comme ça, ils ont forcément fait des expériences horribles. Un petit singe Ouais, enfermé avec une sorte de bonbonne en fer avec qui donnait du lait en illimité et une autre bonbonne en fer avec une fourrure et finalement ils se sont rendus compte que le petit singe passait au moins 20 heures sur 24 sur la bonbonne en fourrure et venait vraiment juste pour se nourrir sur la bonbonne en fer et ce qui explique bien que l'enfant, comme on pouvait le croire il y a encore quelques années, n'a pas que besoin de nourriture alimentaire, mais a un plus fort besoin de nourriture affective et que sans nourriture affective, l'enfant ne peut pas se développer normalement. Oui, et puis pendant la guerre, ils ont bien remarqué que quand on mettait les bébés on les laissait simplement dans des berceaux, ils n'avaient plus leurs parents étaient à la guerre, ou voilà, si personne n'allait les soigner, mais c'est juste des êtres vivants qui s'éteignaient. Donc les bébés mouraient et on se demandait pourquoi. Et donc c'est justement parce qu'il y avait cette forte carence affective et cette privation d'attachement. Il n'y a pas d'attachement, donc il n'y a pas de vie finalement. Et ben juste les bébés s'éteignaient, arrêtaient de vivre parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à se poser des questions sur tiens, on a peut-être besoin d'un câlin, on a peut-être besoin d'autre chose que des premiers soins, peut-être besoin d'autre chose que du lait, peut-être besoin d'autre chose que. Et c'est de là que Mais tout Françoise vient, Dolto, quoi. Mais effectivement, c'est. il est aussi pour beaucoup dans le fait de parler au bébé. Enfin, je la cite beaucoup enfin, dans le fait de parler aux enfants. Ça a été une des premières aussi à dire autant qu'il fallait parler aux enfants. Et finalement, Elle a bossé à l'hôpital aussi à ce moment-là. Elle avait aussi étudié pas mal l'hospitalisme. Donc, finalement, en néonate, enfin, ma vision des choses, ça serait qu'on pourrait facilement, après je parle pas de réa néonate, hein, parce que je travaille pas en réa néonate, c'est quelque chose de différent, là où on accueille les grands prématurés. Moi je travaille vraiment en néonate, donc on a aussi le temps et on n'a pas des soins techniques qui nécessitent aussi, enfin on a le temps et globalement on peut très facilement se rapprocher d'une prise en charge qui ressemble ou d'un accompagnement, je préfère ce mot-là, qui ressemble aux pouponnières et notamment beaucoup s'inspirer de ce qui se faisait dans les pouponnières Loxy, dans le cas où nous accueillons des enfants séparés de leurs parents pendant plusieurs semaines. totalement. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat, hein. Vous pouvez poser des questions ou alors appuyer sur le petit point d'interrogation. Et nous lirons au fur et à mesure vos questions. Sinon, je reprends celles que j'ai reçues. Ça, le point un peu sur ça, c'était D'accord. un peu pour, c'est un peu brouillon, mais c'était un peu pour expliquer aussi la posture que je peux avoir en service, euh, notamment légitimée par ce statut de référente que j'ai eu, qui m'a aussi beaucoup valorisée, parce que je n'ai pas parlé de ça, mais quand je suis arrivée quand on m'a proposé de former les professionnels, notamment, le syndrome de l'imposteur m'a vraiment habité et je me suis dit, mais je ne suis pas du tout légitime à former les professionnels. J'en avais parlé avec ma cadre à l'époque, il m'avait dit, oui, mais finalement, à la réunion, il n'y avait personne d'autre pour initier les professionnels et c'est quand même mieux que, voilà, on ait au moins tous une initiation pour porter les enfants ou au moins pour accompagner les parents sur ce sujet que rien du tout. Donc voilà, tout ça m'a légitimé, m'a donné confiance en moi et après c'est tout un cheminement pro de ce que après j'ai pu mettre en place dans mon service de néonat et qui ensuite m'a fait amener à me dire non mais si finalement je me rends compte que ça me passionne beaucoup plus toutes ces montées des projets, mettre en place des actions éducatives et en fait et si en fait c'était pas vraiment le soin qui me plaisait et si je pouvais plus dévier vers un autre métier et voilà, d'où la VAE de JE que j'ai commencé il y a un an à peu près. Parce que du coup, avec tous ces projets-là, est-ce que ça va, par quel biais tu vas réussir à valider le DC3 et le Sur la DC4? communication professionnelle et Et sur les partenariats, donc il y a beaucoup de choses que tu as mis en place, mais ateliers comment tu vas défendre d'accompagnement et ça? de soutien à la parentalité que j'ai mis en place. Il y a un partenariat qui a été signé fin de l'année. Donc maintenant, je l'ai fait en partenariat avec la Maison de l'éducation et de la parentalité de La Réunion. Et j'avais aussi avant fait un partenariat avec une Hmm. marque de portage. Donc du coup, ça c'est ce que j'ai pris pour mon DC4. C'est que je me déplace au sein même de la Maison de l'éducation et de la parentalité. J'ai une journée de détachement par mois pour cette histoire d'atelier. Donc, je me déplace moi à la maison de l'éducation et de la parentalité de la Réunion et je vais animer mes ateliers de manière autonome là-bas. Bien sûr, ce sont des parents
en majorité qu'on a accueillis en maternité, qui ont été suivis chez nous, mais la maison de l'éducation et de la parentalité de La Réunion, d'ailleurs c'est la seule de La Réunion, m'inscrit dans les ateliers aussi des parents que eux ils accompagnent. Donc ça c'est mon partenariat. Alors je sais pas, tu vas me dire peut-être que tu vas complètement me dire que c'est pas, mais voilà, c'était mon partenariat. Pourquoi je dirais ça? Non, mais c'est Je vous ah, fais c'est un peur bon partenariat. tous. Je vous fais c'est un bon partenariat. T'as un Non, non, accompagnement ou pas? non, C'est bah, qui? tant qu'on n'est pas vraiment vu, on a l'impression. Enfin, surtout dans mon parcours, j'ai du mal à retrouver des similitudes avec d'autres professionnels, d'autres témoignages de parcours un peu similaires du mien. Donc forcément, il m'arrive de me poser des questions encore. Il y a du jury, il y a des jurys de VAE à La Non, Réunion non, ou non, il y faut a que tu des ailles jeux en de métropole? Il y a Sunshine qui demande déjà bravo à vous. Je suis assistante maternelle avec titre en cours de VAE aux yeux. Puis j'aimerais postuler à l'école bien-être. Suis-je sur le bon chemin? C'est quoi assistante maternelle avec titre? Je sais pas. Euh, En cours de VAE, ben, bon courage. Du coup, si tu arrives à valider DC3 et DC4 en étant assistante maternelle, mais peut-être que du coup, t'as aussi mis une ancienne expérience où tu avais des fonctions de JE ou alors peut-être que tu travailles en crèche familiale, hein, c'est possible aussi, ou en relais assistante maternelle qui va te pouvoir permettre de valider. Suis sur le bon chemin avec, bah, du coup, elle Ben, va suivre l'école du bien-être comme je toi. dirais, oui, j'ai oublié du coup de parler de mes autres formations. Parce que du coup, l'école du bien-être, c'est bien, et ça tourne principalement autour du nouveau-né. En fait, finalement, maintenant, on va dire que c'est, même s'ils se sont un peu divertis au niveau du panel de formation qu'ils proposent, c'est vraiment une école dédiée aux professionnels de la petite enfance. Donc moi, quand j'ai commencé, il y avait surtout des EJE, des infirmières puères et des auxiliaires en termes de diversité pro. Et c'est vraiment pour la plupart maintenant font cette école et après, pouf, elles font leur petite entreprise d'accompagnement à la parentalité. Et la plupart font ça. Ça a beaucoup Mhm. fleuri ces derniers temps. Moi, ça, c'est un truc que j'ai complètement arrêté. D'ailleurs, c'est quand je le faisais, je me disais, la plupart du temps, je mettais des petits prix. Je me disais que c'était un peu dommage parce que dans l'idée, enfin, je pourrais détailler d'ailleurs plus sur cette histoire d'accompagnement à la parentalité parce que dans l'idée, les parents qui ont le plus besoin d'être accompagnés, sans faire d'amalgame et mettre tout le monde un peu dans le même panier, ne sont pas forcément les parents qui ont le plus de moyens. Et donc, je me trouve beaucoup plus légitime, beaucoup plus à ma place de travailleur social en devenir, de proposer ces ateliers complètement gratuitement, en plus avec un partenariat avec une maison de l'éducation et de la parentalité, où là, ça touche vraiment un public, un panel social beaucoup plus mixte, on va dire. Et le problème enfin le problème, moi j'ai adoré l'école du bien-être. En plus, on rencontre que des professionnels passionnés. C'est vraiment, on se fait un super réseau professionnel. C'est top, mais je pense qu'il faut divertir un peu. Il faut maintenant, avec le recul, je pense qu'il faut divertir un peu ces centres de formation, ces apports professionnels, donc pas que miser sur des formations autour du bien-être. Et c'est pour ça que moi, quand je me suis lancée, quand j'ai décidé que j'allais me lancer dans la VAE-JE, je me suis dit qu'il fallait un peu que je divertisse mes petites formations professionnelles Tu veux dire, tu veux diversifiées, dire oui. diversifier? Fallait que je diversifie un peu mes formations professionnelles pour pas montrer aussi que j'étais que centrée sur le nouveau-né, parce que c'est pas du tout ça. Il y a plein d'autres choses qui me passionnent. D'ailleurs, je pourrais faire une exclue sur mon prochain projet pro qui est en cours. En gros, après, je me suis tournée vers AMA Campus. Bon, pour le coup, parce que c'est des formations aussi qui sont finançables CPF et que j'ai déjà beaucoup investi sur toutes ces formations. Donc, je me suis formée en Snozellen petite enfance, en Montessori 0-3 ans et très récemment, là, en yoga enfant à partir de 18 mois. Et voilà. T'arrêtes plus. Aussi pour Attention. montrer que je m'intéresse pas On ne que l'arrête aux tout jeunes enfants et que j'aime aussi tout ce qui tourne autour de l'éducatif. Et voilà, et comme je dis du coup à la personne qui a posé la question, d'un peu divertir ces écoles de formation et pas aller tout dans le même apport. Moi, peut-être si c'était à refaire, par exemple, la formation massage bébé, ben, j'irais la faire dans une école un peu spécialisée dans le domaine du massage bébé, parce qu'en France, il y a l'Association française de massage bébé qui sentent vraiment plus. Et donc, voilà. Comme j'ai fait pour le portage, je suis vraiment allée dans une école spécialisée pour le portage, et je trouve que c'est différent. Mais j'adore l'école du bien-être, et j'y suis retournée en décembre dernier. Et j'ai d'ailleurs fait le thérapeutique Thalasso Bain Bébé
que je suis en train actuellement de mettre en place dans ma maternité. Mais voilà, c'est une expérience très oxy aussi, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. C'est trop chou. C'est trop bien, mais t'as un panel de fou. Il y a Shai qui, je sais pas si je prononce bien Shai, le pseudo, Shaik, qui demande quelles sont les qualités et les compétences à avoir pour travailler en maternité et en Je néonatologie. dirais la souplesse. C'est souvent un truc qui manque à l'hôpital. Enfin, c'est très personnel ce que je dis, hein. Mais souvent, je me dis, waouh, mais on manque de souplesse, c'est fou avec toutes ces histoires de protocole et tout. Des fois, on est en dire, ah oui, mais non, le protocole a dit qu'il fallait faire comme ça. Oui, mais enfin, on travaille avec des bébés, des nouveau-nés, des parents. Et je dirais qu'il faut de la souplesse pour toujours enfin, s'adapter en fait, être sur un fil et complètement adapter notre accompagnement aux parents et ce qu'ils veulent. Et souvent les parents quand ils me disent du coup comment ça va se passer aujourd'hui, ben vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous voulez vous reposer là? Vous êtes peut-être fatigué de votre nuit, vous voulez faire le bain, mais vous faites l'heure que vous voulez. Vous voulez qu'il y ait papa qui vienne, donc on s'adapte à l'heure du travail de papa. Bref, il faut de la souplesse, de l'adaptation et du non-jugement bien évidemment, mais ça paraît non, puisque autour de la maternité, plus globalement, il y a beaucoup de rituels, de cultures, de croyances. À la Réunion particulièrement, la religion est très présente, les différentes religions, la culture aussi. Donc il faut s'adapter et avoir voilà, le respect de tout ça, de tous ces rituels et voilà, être ouvert d'esprit. Et c'est ça. Mais on parlera après des expériences d'accompagnement. J'aimerais bien qu'on en parle un peu plus. Là, j'ai vu qu'on avait une autre question, pareil de Shay, qui demandait est-ce que le GE sans diplôme dans les soins a sa place dans ce type de Pour service? moi, complètement, elle a sa place. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma VAE, j'ai cherché un peu des apports de JE en maternité. Il n'y en a pas beaucoup en termes de livres. Et je suis tombée sur un EJE journal qui datait de 2007, que je me suis procuré, qui parlait de l'EJE en maternité. Donc en 2007, il y en avait déjà, puisque c'était le témoignage d'une EJE. Et donc, elle expliquait ben, toutes ces fonctions et ce qu'elle mettait en place. Donc, des choses similaires avec ce que j'ai pu mettre, donc tout ce qui tourne autour des ateliers, de la création, de la formation des professionnels. Mais par exemple, elle avait aussi mis un truc que je trouve super, un accompagnement des fratries en maternité. Elle avait créé une salle de jeu au sein de la maternité où la jeune maman pouvait aller ben, passer un peu de temps, quelques minutes aussi, juste avec son aîné pendant que papa reste avec le nouveau-né en chambre. Donc il y a plein de choses à faire en maternité. Pour moi, elle a complètement sa place. Et elle a aussi sa place en termes de médiateur un peu, de personnes extérieures au service. Euh, nous, on a l'UMPP qui vient toutes les semaines nous voir, notamment une psychomotricienne et une EJE. Et moi, j'adore, enfin, c'est surtout la psychomotricienne qui vient, mais j'adore ce moment où, voilà, on a un professionnel extérieur qui vient à nous et qui peut aussi nous débloquer et poser son regard sur des situations que des fois, quand on a la tête dans le guidon, on voit pas forcément. Donc, je trouve que c'est hyper important d'avoir ce professionnel un peu regard extérieur qui vient, qui a aussi plein de connaissances, plein d'outils et qui peut apporter aux équipes qui, des fois, voilà, on ne voit pas forcément, on a du mal à prendre du recul sur certaines situations. Et en plus, il y a plein d'actions à mettre en place, mais moi, je pense, enfin, c'est même sûr, si le JE n'est pas très représenté en maternité, c'est pour des questions financières. C'est, je ne sais pas. Voilà, déjà, ils ont du mal Ça, à pour le voilà, coup, avoir le nombre de sages-femmes, le nombre d'oxy. ah, parce que Oui, oui, par tu rapport veux au dire. poste. Oui, je Non, l'inverse, ouais, non. parce que ça payait pas assez et que du coup, elle postulait pas. Peut-être aussi, mais d'accord. Bah oui, c'est possible. En même temps, quand tu vois aussi, avec le live que j'ai fait l'autre fois, quand j'ai su le salaire des EG en Ah oui, centre maternel, j'ai enfin, eu dans la protection de l'enfance, je me demandais, je me disais, mais pourquoi on se plaint ah en oui, oui. crèche privée, en fait? Partie, je me suis dit, eh ben, je sais pas si ça vaut le coup de faire EJE. Non, mais c'est clair. En tout cas, on est beaucoup mieux euh, en hospitalier, hein, ça c'est sûr. Et que justement, on demandait quel est le coût de toutes tes formations, est-ce qu'elles sont reconnues par l'État, Toutes etc. les formations qui tournent autour du bien-être sont certifiantes, mais pas forcément reconnues par l'État ou comme un diplôme d'État. C'est des formations professionnelles qui sont forcément prises en compte sur le CV. La preuve, c'est ce qui m'a permis de pouvoir avoir, ben voilà, un peu formé les professionnels, mettre en place des choses, mais c'est pas reconnu par l'État comme un diplôme d'État. Après, pour toutes ces formations spécialisantes, il faut se tourner vers des DU, des diplômes universitaires qui là sont reconnus par l'État.
Et sinon, le coût pour l'école du bien-être, il faut compter entre 400 et 450 euros pour des formations qui durent 2 jours. Et pour le petit thalasso bain bébé, en tout cas, si ça n'a pas augmenté, c'était 3200 euros les 3 jours de formation. Et j'ai eu la chance d'être financée par mon établissement pour justement le mettre en place au sein de la maternité. Pour cette formation. Parce que moi, j'ai pas de chance, j'ai même pas été financée mon école d'auxiliaire de puère, donc je suis genre, j'ai beaucoup dépensé dans ma carrière pro. Elle a fait un investissement sur l'avenir dans cette formation, sa veille professionnelle. Exactement. C'est Jeanne. Sunshine Galou nous dit, j'ai fait plein de formations sur l'alimentation, la créativité, de FT, je sais pas ce que c'est, sur les enfants de 0 à ado enfin voilà. J'ai du mal à tout lire. Ces élèves nous disent, elles sont géniales, ces expériences. Absatra 007 nous dit que ça m'inspire beaucoup, ça. Je souhaite valider ma VAE EJE et m'orienter vers le soutien à la parentalité par le biais du bien-être. En fait, je découvre cette mission réalisable en maternité et merci. Parfois, c'est aussi pour des raisons politiques. On a toujours l'image de l'EJE qui travaille seulement en crèche. Et ben oui, c'est pour ça que je fais des lives. Bien que les représentations se déconstruisent progressivement. Très beau parcours. Voilà. Mais c'est vrai que aussi, il y a, je pense, une méconnaissance du métier de JE et donc de sa place en maternité. Oui, même au sein même de la profession. Que je faisais la VAE de JE là, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai eu fini mon livret. Rien de plus. Voilà, de ce que je fais déjà. De toute manière, je ne suis pas en demande de faire plus pour la suite, en tout cas. Et je voulais faire un point sur cette histoire d'atelier parce que ça me tient beaucoup à cœur et parler parce que ça peut paraître très superficiel quand je le raconte là d'un coup, que je dis c'est des ateliers à thématique précise, portage, massage bébé, mais en fait c'est bien plus que ça. Je pense que la thématique fait venir plus facilement les parents parce qu'ils disent chouette, on va apprendre à porter, à masser, c'est quand même un chouette moment, surtout que l'atelier massage bébé ça se fait avec l'enfant, enfin on ne fait pas sur des poupées, donc ils viennent avec leur enfant, lumière, musique douce, bref, on passe un chouette moment. Mais finalement, c'est vraiment de l'accompagnement à la parentalité dans le sens où il y a toujours un temps d'échange. Pour les parents, les retours, c'est toujours, ils sont vraiment contents, ils sortent le cœur léger très souvent, ou voilà, ils lâchent quelques larmes pendant l'atelier parce que ils ont le temps, ils ont l'occasion, on leur permet de rencontrer d'autres jeunes parents, d'autres futurs parents qui viennent ou qui vont vivre la même situation. Ils se disent qu'ils ne sont pas seuls et ça leur fait vraiment bien. Ça les valorise vraiment dans leurs compétences parentales et ça a vraiment énormément de bienfaits, même si sur l'idée, ça peut paraître un peu c'est une prestation en plus, c'est parce que c'est une maternité qu'elle propose, privée qu'elle propose ça, mais en fait, pas du tout. Ça a vraiment un vrai intérêt pour les jeunes parents. C'est sûrement pour ça que le rapport des 1000 premiers jours a demandé que ça soit mis en place, parce que les parents viennent plus facilement, je pense, à cause des thématiques, mais ça leur apporte vraiment beaucoup. Ce regard extérieur aussi. D'ailleurs, par exemple, j'ai aussi une posture différente quand j'anime les ateliers. J'essaie d'y aller habillée en civil, ne pas mettre ma blouse blanche pour casser un peu ce côté institutionnel, d'avoir voilà, une manière de m'exprimer plus douce, plus posée, essayer de les laisser aussi beaucoup interagir avec eux, entre eux, les jeunes parents. Et voilà, c'était je voulais parler. Bah, ça elle dit justement avec ton parcours, tu pourrais ouvrir un cabinet. C'est toi qui vas fermer les professionnels. Un cabinet d'accompagnement à la parentalité. Bah, c'était le projet à La Rochelle, j'avais tout fait pour ouvrir mon cabinet. Et finalement, j'ai tout lâché alors que tout était prêt, tout le mobilier et tout, pour venir m'installer à La Réunion. Mais j'ai un autre projet, je ne vais pas dévoiler. Je suis en train d'ouvrir ma propre micro-crèche. Donc on est au début du projet, mais deux d'un coup. J'en ai encore pas du tout parlé, pas trop. Mais... Les ateliers avec les parents, ils sont sur libre adhésion ou tu as des critères spécifiques pour y participer? Là, en général, c'est des parents qui ont accouché dans la maternité. Mais sinon, il y a ceux qui sont envoyés à la maison de la parentalité. Donc, il n'y a pas de particularité, si ce n'est qu'à partir de 18 mois, c'est quand même compliqué pour la gestion du collectif, pour moi, d'animer un atelier massage bébé avec un semaine et un 18 mois. Ça m'est encore arrivé la semaine dernière, mais
enfin, il y a 2 semaines, mais bon, ça se fait. Et au moins, ça me permet de aussi avoir mon expérience de collectif qui n'est pas forcément très représentative puisque j'ai fait le choix de prendre une expérience dans ma VAE-JE complètement en maternité. Et donc, ça me permet aussi de cocher cette case puisque tu disais tout à l'heure comment je ferais pour l'accompagnatif. Voilà, je mise sur ça. Voilà, on verra. Super. Et du coup, sur l'accompagnement des parents, justement, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui est important pour toi? Bah, aussi pour l'enfant, pour le bébé, mais pour les parents, c'est quoi qui est vraiment ce que tu Bah, défends le plus au quotidien? l'individualité, forcément, c'est forcément calqué par le fait que je travaille en maternité et qu'on peut difficilement, et ça on le fait pas, d'accompagner les enfants de manière collective. Enfin, peut-être que ça se faisait avant, j'avais entendu parler, on mettait la baignoire au milieu, on mettait tous les parents autour, on leur montrait comment donner le bain à leur enfant en groupe. Mais non, à l'heure actuelle, en maternité, on travaille complètement individuellement, le parent, son enfant. Et donc, forcément, c'est l'individualité. Et même dans les ateliers collectifs, je prends toujours un temps où je pars de mon... Enfin, en général, les parents sont autour de moi et je pars de ma place et je bouge en petit comité autour des parents pour leur apporter un temps individuel et voilà, répondre à leurs questions parce que aussi, on n'est pas tous à l'aise de prendre la parole en public. Et donc, voilà, il y a des parents qui vont me dire des choses, juste le professionnel. Et... Donc, l'individualité, la base. Ah bah, je suis bien d'accord. Est-ce que tu as déjà vécu un accompagnement difficile? J'imagine en néonat, des fois, il peut y avoir peut-être parfois des mauvaises nouvelles. Comment tu as géré ça? Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué en particulier que tu aimerais partager avec Alors, nous? dans cette expérience actuelle, il n'y a rien qui me vient. C'est quand c'est émotion Non, mais sponsorisée par Mouchoir dans cette expérience en Kleenex. néonate, il n'y a rien qui me vient parce que c'est justement une petite néonate et que quand les enfants ne vont pas bien, ils sont transférés. Donc voilà, pour les trucs un peu qui arrivent des fois, les décès, etc., finalement, les enfants ne sont pas forcément décédés chez nous. Ou alors les décès se font en salle de naissance, mais on est tellement de professionnels qui interviennent. Je ne suis pas juste moi avec les parents qui apprennent cette nouvelle horrible. Et moins il y a de professionnels qui interviennent dans ces situations, mieux c'est. Donc en général, c'est quand même la sage-femme et le pédiatre. Donc sinon, je vois pas, je réfléchis. Un accompagnement compliqué ou il y a peut-être moins une facilité de créer du lien ou moins Ah, de facilité à c'est une communiquer situation que j'ai pris aussi dans ma VAE, c'est l'accompagnement des mères mineures. Mais je dirais pas que Mhm. c'est difficile parce que j'adore cet accompagnement et d'ailleurs, je sais pas si c'est bien, mais globalement, je vois pas dans mes accompagnements de difficultés, puisqu'il y a toujours une solution à apporter. C'est peut-être pour ça que j'ai confiance. On trouve toujours une solution et il faut forcément en trouver une. On ne va pas laisser partir l'enfant ou la mère sans trouver de solution. Donc, on va toujours trouver des solutions, justement en sollicitant les partenaires institutionnels, parce que aussi la maternité, la néonate a ses limites. Au bout d'un moment, l'enfant va partir et il va falloir monter tout un réseau autour de la famille quand il y a des difficultés pour qu'à la maison, à domicile, il y ait la PMI, l'UMPP, enfin même le LAEB qui puisse intervenir. Voilà. Donc l'accompagnement des mères mineures peut être un peu plus compliqué. Donc dans ma maternité, en général, quand il y a une mère mineure, on fait entrer le bébé en néonate et c'est l'équipe de néonate qui va s'occuper de cette maman parce qu'on a plus de temps, on est plus disponible. Et à savoir, c'est un des départements de France où il y a le plus de mères mineures. Donc les mères mineures, c'est chose qu'on rencontre très souvent, des mères très très jeunes, 13, 14 ans, c'est très courant. Ça arrive au moins tous les mois, on a plusieurs mamans, voilà, des mères mineures. Donc on va dire que c'est l'accompagnement le plus délicat. Voilà, il y a des mamans qui sont extrêmement matures, même à 14 ans. Il y en a d'autres moins. Et donc là, à ce moment-là, on va faire des liens PMI. J'essaye de parler un peu en globalité, puisque souvent, même si pareil, je ne fais pas de généralité sur ces accompagnements, ça se ressemble. Donc, on va faire un lien PMI. Donc, ça, c'est nous, l'équipe de PMI, de néonat, qui faisons ça. La PMI vient nous rendre visite tous les jours. Et donc, on lui fait un topo quand on a besoin. Et sur les familles, souvent les mères mineures, c'est demandé par nos pédiatres. On fait un lien PMI. Donc, on demande à la PMI de passer en priorité au retour à la maison pour voir ce qu'il en est de ces familles. Voilà. Mais peut-être que la difficulté quand on travaille en maternité, c'est que par rapport aux professionnels qui sont habitués à travailler en établissement d'accueil de jeunes enfants, c'est que très vite, pouf, on n'a plus de nouvelles des enfants. Enfin, ça dure 4 ans, c'est vraiment la période tout petit. Et après, c'est à nous en amont de créer tout ce réseau autour de cette famille
Et puis après, voilà, on n'a pas trop de nouvelles des enfants. Donc, voilà. L'accompagnement des mères mineures, ça me touche beaucoup. Déjà, le foyer mère-enfant, les choses comme ça, c'est vraiment des établissements qui m'intéresseraient à travailler en tant que pro. Donc voilà, je suis plus touchée par l'accompagnement des mères mineures parce qu'on accompagne un enfant, mais on accompagne aussi une enfant qui sort très rapidement de l'enfance. Pour, voilà. Mhm. Plus généralement, je dirais ça. Après, une histoire particulière, oui, je pense à des décès, des choses vraiment pas de chance. Ça arrive toujours. J'ai pas dit, mais ma maternité était le premier centre de PMA de la Réunion. Donc, on a beaucoup de parents qui ont des très longs parcours de PMA. Donc forcément, je pense à un il y a quelques jours qui m'a énormément touchée. Voilà, tous ces couples qui... Mais c'est plutôt positif, justement, on voit la belle fin. Après, voilà, des fois, le sort s'acharne sur ces familles et malheureusement, même jusqu'au bout, ça se passe pas bien. Voilà. Mais c'est trop... puis en plus, c'est trop pour en parler. C'est trop qu'on touche trop le secret professionnel pour en parler. Mais le plus dur, c'est quand il y a des décès. Forcément, on va pas se leurrer. C'est la maternité, c'est pas à ça qu'on s'attend et ça arrive. Ouais, complètement. Et est-ce que, du coup, toi, ce serait peut-être, est-ce que tu as des difficultés concernant ton quotidien? Voilà, ce serait quoi les petits problèmes que tu rencontres, je sais pas, en termes d'horaire? Tu travailles en journée, travailles de nuit, les week-ends, comment Bon, ça se passe? le truc le plus relou dans mon travail, c'est que notre roulement, c'est 2 semaines de jour, 2 semaines de nuit. Et donc, c'est quand même un roulement fatigant. Ça, en termes d'horaire, c'est le plus relou que je pourrais te dire. Sinon, nous, on a une super qualité de travail, mais franchement, les gardes de nuit, c'est relou. Vraiment le Ouais, inconvénient. Voilà. c'est dur. Et nous, on a ce roulement, au moins, ça permet que tout le monde fasse la même chose. Tout le monde va de jour et de nuit, mais quand même, c'est pas commode, quoi, d'être de nuit. Voilà. Ouais. Et c'est quoi que tu préfères dans ton travail? Qui te fait te lever le matin et vraiment tu dis, ah, trop Ben, bien. c'est maintenant que j'ai un autre outil qui est le thérapeutique, enfin le thalassothérapeutique d'un bébé, c'est vraiment cet accompagnement de l'enfant et essayer et rentrer plus dans une dimension psychique et se dire que l'enfant a peut-être mal vécu des choses, il a aussi une histoire, un bagage et essayer de manière très humble d'essayer de réparer ou au moins d'apaiser un peu ce passage du monde intra-utérin à notre monde à nous. Et donc par des outils, par un accompagnement des parents, les accompagner voilà, autour de la verbalisation, de parler à leur enfant et puis raconter aux tout petits leur histoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, où je vois vraiment une différence et je me dis waouh, c'est magique. Après, c'est notre interprétation à nous, enfin, c'est souvent mon interprétation, mais voilà, on voit les traits de l'enfant se lisser, on se dit ces petits points un peu se desserrer. Donc voilà. Ce, par ce soin notamment, j'arrive à faire beaucoup de choses chouettes, accompagner les parents. Et voilà. Maintenant, depuis que je suis formée à soins, ça a changé beaucoup de choses. Je, on peut faire beaucoup de choses. Ceux qui connaissent le bain de Sonia, qui la suivent sur Insta, vous savez, faut le voir pour le croire, mais c'est vrai que finalement, tout le monde pourrait le faire et juste de fait de prendre le temps, de se poser 1 heure avec ce nouveau-né qui a déjà un lourd bagage, qui a subi une réanimation à la naissance, qui a une césarienne code rouge, tout un bagage, se poser, de lui raconter son histoire, accompagner les parents, et ben on arrive juste en prenant le temps à déjà libérer des tensions, ça se voit à l'œil nu. Donc ça, c'est beaucoup. Mhm. Dans mon moi professionnel, ça m'anime vraiment d'essayer de trouver des solutions, de mettre en place des choses, des actions. Voilà, là, je parle de ce soin, mais c'est vrai que je me sers beaucoup de toutes mes formations en outils professionnels. Et donc, ça me sert beaucoup en termes de, voilà, de bagages. Mais globalement, mettre en place des actions éducatives individualisées sur un enfant en me disant, ah bah celui-ci, on pourrait faire ça. Voilà. Ce travail un peu de recherche me plaît beaucoup dans mon travail pour vraiment individualiser l'accompagnement. Notamment quand je pensais qu'on avait reçu les enfants de nationalité comorienne, et ben j'avais cherché sur YouTube une petite chanson en shimaoré, parce que leur langue maternelle n'est pas le français. Et donc j'avais appris c'était 4 petites paroles dans leur langue, et donc je leur faisais un petit temps de contine de 5-10 minutes par jour, c'est tout, mais pour les familiariser un peu à leur langue, en me disant, oui, mais quand elles vont rentrer à la maison, ça va être une surstimulation, le fait d'entendre une langue qui n'est pas la leur, puisque nous, on ne faisait que leur parler en français. Enfin voilà, tu vois, essayer trouver des actions, ce travail de recherche pour individualiser, et toujours dans l'intérêt de l'enfant, voilà, mettre en place des choses vraiment individualisées.
Trop, trop chouette ce que tu racontes. Justement, elle parlait à Absatra, voulait savoir la formation. T'es à la sauce les Oui. bains de Sonia, c'est ça? C'est ça le nom. Et en termes de rémunération, est-ce que le JO est reconnu dans ce service? Donc, du coup, elle sera bientôt au JO, mais du coup, il y a des collègues au JO avec toi là-bas? Comme je disais, il y a l'UMPP qui du coup, en fait, forcément, en Oui. maternité, on a tout un réseau qui travaille avec nous et qui nous rend visite quasiment tous les jours, enfin les jours du lundi au vendredi. Et donc l'UMPP, eux, disposent d'une EJE qui intervient avec nous, mais elle ne fait pas partie enfin, de notre masse salariale, on va dire, mais elle elle compte. C'est Oui. comme on travaille avec la PMI, c'est pas nous, mais pareil, ça compte. Donc non, au sein de la maternité, il n'y a pas de G. Et là, les salaires là où tu es par rapport à la France, bah moi, je sais pas combien touche une auxiliaire de paix Enfin, en là, France déjà moi, à l'hôpital. j'imagine, j'ai Donc, pas de. Là, je suis dans environ 2000 nets au minimum. moi, Et à La ça va. Rochelle, vu que je travaille aussi en maternité, après, c'était la fonction publique hospitalière, je me rappelle plus, mais je pense entre 1006 et 1007 nets. Mm. Oui, donc c'est Voilà. mieux là. Mais, À peu près. mais dans le public, à La Réunion, c'est beaucoup mieux payé. La fonction publique hospitalière dans les DOM est très bien rémunérée. Là, je suis donc, pour la plupart des gens, on n'est pas très bien payé, alors que moi, je trouve que c'est très correct pour ce qu'on fait. Ça va, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui râle pas sur son salaire. Oh, Non, mais en vrai, non, enfin, on a pas mal d'avantages. Enfin, si on compte tous les avantages qu'on a, finalement, c'est aussi plus que ça. Si on divise tout. quoi, je pensais qu'on gagnait bien plus en étant bien plus en tant que GE. La SMAT environ 2300. Non, mais la SMAT, vous gagnez beaucoup plus que les EGE. Enfin, non. Enfin, c'est pas pareil, mais vraiment, ça dépend où tu es, hein. Et ça dépend de la région. Nous, en France, j'ai encore des collègues que je trouve qui sont sous-payés, qui acceptent des postes à 2100 bruts, alors que 2100 bruts, c'est ce que je donnais il y a 5 ans à mon EJE terrain. Moi, je suis dans le 78. Maintenant, un poste de JE, référent technique de micro dans le 78 ou en IDF, faut pas prendre en dessous de 3100 bruts. Donc, ouais, on est bien loti dans le 92 et 178. En Île-de-France, sur le terrain, une EGE en brut, il faut pas aller en dessous de 2400 brut, hein, brut, hein. Voilà, pas aller en dessous, hein, sinon c'est du foutage de gueule, hein. Mais je parle de crèches privées, moi. Moi, j'ai connu les crèches privées. Après, je sais qu'il y en a qui touchent beaucoup moins, et notamment en province, etc. Donc moi, j'ai que mon expérience. J'ai bossé dans 78, le 91, le 94 et le 92. J'ai fait tous les départements. Et dans le Paris, 15 et 14, j'ai travaillé. Donc du coup, j'ai fait un petit peu tout depuis 10 ans. Et ouais, ça va crescendo maintenant. Et on continue de râler. Bah, moi, directrice EJE pour une crèche de 31 berceaux dans le 78, il y a 2 ans, notre enveloppe, elle était 3000 bruts pour une 31 berceaux et c'était en 2018. Donc maintenant, l'enveloppe, elle est censée avoir augmenté. Donc ouais, faut compter plus de 3000 quand tu es. Voilà, bon bref, je sais pas si ça vous aide. Mais en IDF, faut venir en Ile-de-France. Dans le 92, on est bien payé. C'est bien, c'est pas mal. Mais vraiment dans le privé. Je parle dans le privé parce que je sais que c'est pas le cas. C'est pas le cas partout. En municipal, je crois que c'est bien en dessous, etc. En protection de l'enfance, n'en parlons pas, hein. Je pensais justement que vous êtes sous-payé vu l'expérience. Ah, ouais, bah ouais. Mais, enfin, c'est comme ça partout. J'ai plus que vous dans le 87. Ben voilà. Ben reste comme ça. Reste là-bas.
Ne bouge pas. Merci d'apporter des réponses claires car le salaire est souvent un sujet tabou alors que ça ne devrait pas l'être. Merci. Mais non, mais c'est un sujet tabou parce qu'on veut que ce soit un sujet tabou, parce qu'on est un monde de nanas, parce que en crèche, alors je reste bien crèche, hein, on est toutes avec nos formations différentes, on est une équipe pluriprofessionnelle et du coup on est là à toucher en fin de mois, en fin de salaire. T'as eu combien toi? Mais pourquoi t'as pas eu pareil que moi? Ah, c'est insupportable. Là, c'est l'expérience directrice de crèche. Parce qu'il y a des AP, il y a des CAP, il y a des EGE, il y a des IDE, etc. Et tout le monde est en train de comparer sa fiche de salaire. Donc, ouais, c'est pénible, mais. Donc, oui, mais du coup, ça devient tabou parce que ça crée des conflits au sein de l'équipe, etc. Mais non, le salaire, tu vas dans des entreprises, je sais pas, des entreprises d'informaticiens, et leur salaire, ils en parlent toutes les 5 minutes, hein. C'est pas tabou. Donc, bon. Euh, ouais, mais après, les autres salaires, parce que c'est souvent moi qui conseille mes collègues, mes copines quand elles passent des entretiens, etc. Et je leur dis toujours, demande pas en dessous de temps. Et ça marche. Faut y aller au culot. Vous demandez toujours au-dessus et vous verrez. Non, non, être GE est mon but depuis un moment. Et bravo à vous. Merci pour toutes les infos. De toute façon, Sunshine, moi, la première chose qu'a dit mon directeur de formation, c'était Bruno le capitaine, que je salue, qui avait écrit Super Guide de l'éducateur. En formation et GE, on est arrivé, on a eu une réunion d'entrée, il a dit, alors si vous êtes là, c'est que c'est pas pour le salaire. Ok, donc déjà ambiance posée, hein, donc voilà, on fait pas ça pour le salaire. Malheureusement, heureusement que les salaires sont offerts RD. Je sais pas ce que c'est RD. Je sais pas ce que c'est un salaire offert du coup, mais il faut m'expliquer. Ah, sont différents. Euh, oui, oui, bah, ça c'est encore un autre sujet. Bien sûr, voilà, on va balancer le débat de mieux formé, moins formé, etc. Euh, et du coup, la maternité, t'es- tu te vois où? Du coup, tu as deux nouveaux projets, micro-crèche, mais est-ce que tu vas quitter la mater ou faire ça en Le parallèle? C'est quoi les projet, projets? vraiment, l'idéal, ce serait d'avoir nos micro-crèches. Je dis non parce que je m'associe avec mon conjoint. Un rendez-vous, en plus, on a un rendez-vous demain chez l'expert comptable pour monter les sociétés. C'est de faire les micro-crèches et de réduire, avoir un temps très très partiel dans ma maternité actuelle qui serait dédié aux ateliers. Bon, ça, c'est mon idéal, hein. Peut-être que ça ne marchera pas, mais avoir le juste aller animer les ateliers et faire les thalasso, puisque là, on va éventuellement faire un petit cabinet pour donner les bains donc, en construction. Donc voilà, m'occuper vraiment juste de cet à côté qui est mis en place dans ma maternité. Mais là, c'est vraiment propre à ma maternité, qui, faut aussi mettre, est une maternité privée, et donc met en place, enfin, est ouverte à mettre en place des choses différentes, parce que ben, c'est à but lucratif. Il y a ça aussi. Aussi. Ok, c'est parfait, c'est des beaux projets. Et, bon, je te souhaite vraiment d'y arriver. De toute façon, il n'y a pas de doute. Avec tes 15 000 formations, ça va le faire. Laetitia qui nous dit merci pour ce live. J'ai travaillé en néonat pendant 11 ans et maintenant assistante maternelle en cours de VE-EGE. Ouais, super. Bah, c'est top. Avec ton bagage, tu vas assurer. Mais si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire avant qu'on termine ce petit live? C'est chouette en tout cas. Je suis contente. J'ai Non, appris plein de trucs. pas si j'ai vraiment été Ça fait plaisir. représentatif par exemple, vraiment d'une Mm. auxiliaire puère en néonat, puisque depuis un an, j'essaye de me formater et je me suis vraiment mis dans la peau d'une EJE, donc j'ai aussi changé ma réflexion et vraiment j'ai essayé de me tourner vers un positionnement socio-éducatif malgré le fait que je travaille en milieu hospitalier, enfin, ou justement parce que je travaille en milieu hospitalier, pour mettre en place des choses différentes. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à raconter un peu tout ça, si ça a été clair. Mais voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire puisque je suis en VAEJE et que voilà, c'est tout ce travail d'introspection et que je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais vraiment. Donc voilà, j'ai aussi pas trop parlé de comment j'avais créé les réunions formatives parce que du coup j'ai vu j'ai regardé sur mon papier, je me suis dit ah oui, tu parlais de communication professionnelle et travail social, comment je pourrais valider ça. Oui, du coup, toi, tu as parlé T'as parlé Oui, voilà, j'ai de fait quoi? des De réunions réunion? formatives, donc toute la partie monter un projet, c'est des choses que j'ai développées, mais là, j'ai pas expliqué comment je fais.
Mais voilà, en utilisant des méthodes de méthodologie. Puis on a quand même une demi-heure de transmission en équipe par garde. Donc on est vraiment dans l'échange, on a le temps. Enfin, on travaille aussi dans des. Je sais pas si tu as pris la professionnelle qui travaille en maternité la plus représentative, puisque forcément on a beaucoup de temps. On a une petite charge de travail, je ne l'ai pas dit aussi, mais on n'est jamais assis bébé. Hein. On n'est pas, on n'a pas du tout une grosse charge de travail. Du tout, du tout. J'ai pris la seule qui s'est Non, mais on présentée. n'a pas du tout hier, par exemple, il n'y avait pas de bébé voilà, quasiment toute la journée. Voilà, on n'a pas du tout une grosse charge de travail. Donc, on a le temps, j'ai le temps de penser à plein de projets, à pouvoir réfléchir à mon positionnement constamment, tout le temps me remettre en question, rester en veille professionnelle, lire plein de bouquins. Enfin, voilà, j'ai le temps du coup de penser mon positionnement. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment parlé des soins que l'on pourrait faire. Mais bien évidemment, travailler en maternité, c'est vraiment principalement un rôle éducatif, même en néonat. C'est accompagner les parents dans le bain, les soins, les accompagner dans l'endormissement, tous ces conseils. En fait, on donne vraiment des conseils, on est vraiment dans la prévention aussi. On donne des conseils moins rigolos, mais voilà, la mort subite, enfin, on doit faire plein de conseils, on fait des conseils de sortie. On est beaucoup dans la prévention et dans l'accompagnement éducatif des nouveaux parents. C'est principalement notre rôle 90% du temps, c'est ça qu'on fait pour tous les professionnels qui travaillent en maternité, puisque du coup, je travaille dans une autre maternité et c'était pareil en fait. C'est vraiment accompagner de manière éducative les parents pour que bah, ils se sentent en confiance pour le retour à la maison et répondre à toutes leurs questions qui sont bien nombreuses sur divers sujets. Voilà. Quel idéal en termes de conditions de travail. Oui, c'est sûr. Mais Ben, on a eu de la chance moins, d'avoir du coup moins, pouvoir avoir moins à pour nos questions. les PDG du Et, du coup, oui, quoi? non, moins pour Le les quoi? PDG du groupe, parce que bon, faut quand même rapporter. C'est autre chose encore. Du coup, le bilan des cours, si on reprend ce que tu disais en début de live, l'éducatrice de jeunes enfants en maternité, en néonat, elle a sa place ou elle a pas. Ils ont leur place, c'est pas des hommes, ou ils n'ont pas Oui, leur ils ont place, leur les place, éducateurs. mais c'est sûr, dans une maternité plus grosse, dans un CHU, une grosse maternité niveau 3 où il y a plein de choses, même où il y a les mamans en menace d'accouchement prématuré qui sont alitées, etc. Il y a tout un travail même qui. Je pense que le JE peut même carrément intervenir en amont de la naissance de l'enfant pour préparer les parents, intervenir dans les chambres, prendre ce temps posé. Parce que là, dans mon cas, dans mon service, forcément, je peux faire, et voilà, j'estime avoir des fonctions de JE, que j'ai le temps de le faire, puisque j'ai pas les à côté. Mais dans un CHU, on sait comment c'est pas du tout la même histoire, il y a beaucoup plus de travail. Donc cette JU aurait carrément sa place pour même intervenir en amont avec ces mamans qui n'ont pas encore donné naissance à leur enfant, pour répondre à toutes leurs questions, faire plein d'accompagnements divers avec les outils qu'elles pourraient avoir ou non. Et puis sa place pour tourner autour des services. En général, dans les gros CHU, il y a des réanéonates, il y a le service de pédiatrie. Finalement, je pense que le JE a sa place sur un pôle mère-enfant, plus généralement. Parce qu'en général, c'est regroupé. Il y a le service de pédiatrie, la maternité, la néonate, suite de couche. Elle a sa place, en tout cas en suite de couche. Peut-être pas en salle de naissance, mais même, non, je pense pas, mais elle a sa place en suite de couche, en pédiatrie, dans tout le milieu hospitalier de manière générale. Mais dans le livre Éducateur de jeunes enfants, une diversité d'actions, il y a déjà un témoignage d'une JE en pédiatrie, donc qui parle beaucoup de l'accompagnement à la parentalité. Donc ça rejoint un peu parce que la néonate, c'est un peu la pédiatrie des tout petits. Mmh. Oui, ça veut dire qu'on aurait quand même un rôle à jouer dans le suivi, enfin l'accompagnement prénatal en fait, pour aussi préparer les Ah, futurs parents à, donc pas tout l'aspect, mais l'aspect pédagogie finalement, l'aspect éducatif aussi, bah c'est qu'est-ce qui c'est ça. nous attend, comment créer Parce un que les avec son parents, on les enfant. prépare énormément à accoucher. On fait plein de cours de préparation à l'accouchement à ce moment et bah, c'est important, c'est quand même un moment stressant. En plus, on a 9 mois pour y penser, donc s'imaginer plein de choses, mais on les prépare pas à l'après. Voilà, donc c'est pour ça même dans mes ateliers de portage, ben, je fais un petit point motricité libre. Je leur dis, bah voilà, je t'invite pas là, bah non. Ça... Mais en fait, le mieux c'est de mettre vos bébés au sol, le transat faut limiter. Enfin, tous ces conseils qui sont anodins. Si enfin, il n'y a aucun moment dans le parcours de jeunes parents, peut-être avant qu'ils rentrent en établissement d'accueil de jeunes enfants où ils vont rencontrer d'autres professionnels, dans la période de 2 mois et demi, là, entre la maternité et s'ils rentrent en mode de garde, ils sont seuls et il n'y a personne qui va leur donner ce type de conseils. Donc le JE aurait complètement sa place et, euh, et oui, elle aurait globalement Il y a les 1000 premiers jours, mais dès aussi les les jours jours d'avant d'avant, finalement. si, complètement. Il y a Dès la
L'éducateur serait présent. Et aussi, je me dis souvent, nous, quand on fait les liens PMI, c'est vraiment un peu à la va-vite parce qu'on n'a pas toutes ces notions socio-éducatives. Mais ça, je l'y ai pensé maintenant en me lançant dans la VAE et donc en faisant tout ce travail d'introspection, en m'informant beaucoup. Mais une JE, elle serait complètement légitime de faire des vraies grilles d'observation, de donner des données beaucoup plus claires, organisées. Nous, on fait les choses on essaye d'organiser, j'essaye quand je le fais d'organiser mon truc avec une méthodologie un peu QQOCP pour essayer d'oublier le moins d'infos possible. Mais le JE serait beaucoup plus, elle nous aurait fait des petites feuilles d'observation super bien. Enfin, il y a plein de choses à faire. Plein d'outils pour les professionnels, plein de supports aussi, parce qu'on a aussi des mamans des fois qui sont peut-être qui ne parlent pas, qui ne savent pas lire, donc des supports un peu éducatifs pour la préparation des biberons. Enfin, je trouverais plein de boulot. Hein. Moi, je pourrais écrire une fiche de poste d'une JE en mater, en pôle femmes-enfants plus globalement. Elle aurait plein de choses à faire entre les supports pédagogiques qu'elle pourrait créer pour les parents, l'accompagnement des futures mamans alitées, l'accompagnement en néonatologie, l'accompagnement dans le deuil, je sais pas, mais il y aurait en tout cas plein de missions qui pourraient lui être confiées. L'accompagnement des fratries aussi. Il y a zéro qui est fait pour l'accompagnement des fratries. Des fois, pour certains grands frères et grandes sœurs, c'est quand même assez violent, cette arrivée d'un nouveau-né qui monopolise beaucoup l'attention. Il y a énormément à faire. Non, mais moi, je suis militante de la place de l'EJU en matière. Tu fasses des podcasts sur chaque sujet. Il y a ma mère qui a écrit un truc. Ouais. Virginie Vaillant, c'est ta mère? Bonjour madame. Cela permet de créer le lien, de rassurer, l'ouverture d'esprit, de déculpabiliser. Exactement. On aurait notre rôle partout. Je pense, comme le livre JE en maternité, enfin le magazine, là, JE Journal, donc son témoignage, elle raconte qu'elle a fait du forcing un peu pour postuler. Elle a fait son stage long de JE dans cette maternité, elle a fait du forcing. Et finalement, quand elle a créé elle-même ses propres missions, sa propre fiche de poste, et quand elle a été diplômée, elle a demandé à être embauchée. Et je pense qu'il faut créer les postes, puisque le jeu est quand même un métier. Elle vient de fêter ses 50 ans, mais c'est récent. Donc je pense qu'il faut créer ces postes, aller proposer, faire des candidatures spontanées. Et c'est vrai que l'idéal, c'est de commencer, quand les étudiants sont encore en école, ils font leur stage long, de postuler en maternité pour que ça informe les équipes sur le rôle de l'éducatrice de jeunes enfants dans ces rôles-là, ce qu'elle peut faire et que du coup, on ouvre des postes à cette fonction. Créer du lien, c'est en ça aussi qu'on est des travailleurs sociaux aussi. Hein. Il n'y a pas oui, rien sans finalement, lien, être un peu comme le soleil qui rayonne autour de... C'est ce que je disais dans un article, on est un peu le ciment qui permet aux briques de se construire le mur. Donc c'est un peu ça aussi. Mais faut avoir, oui, comme tu dis, Shay, il faut avoir l'audace, faut oser. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je conseille toujours, c'est ce que je dis toujours, c'est de faire en sorte qu'on fasse le métier comme on voudrait qu'il soit finalement. Moi, je me suis lancée là-dedans parce qu'il y avait personne qui faisait ça et parce que j'avais envie que ça ressemble à ce que j'avais vraiment envie que ça ressemble et parce que je voulais plus vivre ce que je vivais au quotidien ou en tout cas en garder toutes les valeurs que je voulais développer. Et c'est ça aussi qu'il faut faire, c'est créer son propre métier à son image avec les valeurs qu'on a envie de suivre. Je suis de l'idée qu'il faut créer son propre métier. Si on n'est pas d'accord, et au lieu de râler, il faut essayer de créer son propre métier avec ses valeurs qui sont complètement à notre âge, etc. Mais oui, madame, moi je râle pas, moi. Je râle comme tout bon français, mais je vais pas dire ah, on parle pas de nous, gna gna gna. Ok, ça fait 3 ans que je fais des lives, voilà. Comme ça, je vous invite et vous venez parler de moi. Vous pouvez m'envoyer des messages si vous voulez participer. Je cherche vraiment des professionnels de partout et pas que des EGE, même si vous êtes en professionnalisation, en cours, peu importe. Hein, tant que c'est intéressant et qu'on apprend des choses, moi, il n'y a pas de problème. On peut échanger, ça m'intéresse. Voilà. Mais écoute, Jeanne, merci beaucoup. C'est merveilleux, vraiment. J'ai appris plein de choses. Est-ce que tu sais que dans une semaine, je reçois ta collègue, EGE, nouvelle EJE, Anaïs, qui travaille en centre d'hébergement d'urgence. Donc c'est dans une semaine, le soir cette fois-ci, un nouveau lieu, nouvelle pro, et ça va être top. En attendant, qu'est-ce que je peux vous dire?
Petite surprise aussi qui vont arriver. Je vais rouvrir des coachings sur le mois de juillet parce que j'ai reçu beaucoup de demandes pour avant septembre. Et parce qu'en septembre, je serai overbookée avec l'ouverture de l'académie. Donc, je vais sortir quelques coachings en juillet. Donc, envoyez-moi un petit mail si ça vous intéresse parce que là, je ferai au compte-gouttes avec des petits créneaux. Je vais vous faire une petite communication à ce sujet-là. Voilà, voilà. Et voilà, mais c'était chouette. Merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez d'autres questions pour Jeanne à la suite du replay. Le replay sera visible sur mon compte, peut-être aussi sur celui de Jeanne si elle veut valider. Mais en tout cas, je le mettrai aussi sur YouTube. Comme ça, vous pourrez le voir où vous voulez. Le mot de Le mot de la la fin. fin. Enfin, Non, bah, faut oser. faut oser. Lâchez-vous, montrez de quoi vous êtes capable et faites ce que vous aimez, mais tout dans la bienveillance et bien sûr en défendant la cause des En enfants priorité. et accompagner les. Voilà. C'est ça la priorité. Merci Écoute, à merci beaucoup. toi. Au revoir. Eh bien, au revoir à tous, merci. Et on vous love. À bientôt. Merci de nous guider vers d'autres chemins. Oh, c'est mignon. Ben oui, on est travailleurs sociaux. Comment on dit ça? On se soutient. Et on se balade tous ensemble sur des chemins, de nouveaux horizons. Allez, au revoir.